You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be Barney's. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up! Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve la manager de ma vie, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Honnêtement, ouais, mais c'est vrai. Cette semaine, on parle d'un chef-d'œuvre, d'une œuvre d'art, de la série du futur, du Twin Peaks de notre génération. Vous l'aurez peut-être reconnu, on va parler d'Atlanta. Ça fait 4 ans qu'on attend le grand retour d'Atlanta, une série de Donald Glover dont le génie met tout le monde d'accord. La saison 3, qui suit la tournée de Paperboy et de son entourage en Europe, est actuellement en cours de diffusion sur OCS, et il faut l'avouer, c'est toujours aussi génial. Atlanta est-elle vraiment l'ovni télévisuel que tout le monde décrit ? Peut-on dire que c'est l'une des meilleures séries du 21e siècle ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Alors mon pic, c'est Derry Girls, dont j'ai déjà parlé dans le podcast, mais en fait qui revient pour une saison 3. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle va revenir sur Netflix en France, parce que c'est Netflix qui la diffuse. Mais pour ceux qui savent utiliser un VPN, sachez qu'elle est disponible sur Channel 4. Le premier épisode vient de sortir en Grande-Bretagne, gratuitement. Derry Girls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sitcom sur des adolescentes irlandaises pendant les Troubles, donc les moments de violence en Irlande du Nord dans les années 90, qui grandissent à Derry, donc une ville qui est divisée entre protestants et catholiques, et elles sont catholiques, mais c'est surtout une série sur un peu une bande de losers. Il y a eu pas mal de films et de séries sur des bandes de losers, de mecs adolescents qui sont un peu des gros nazes, qui errent sans but et qui enchaînent les merdes, quoi, mais rarement avec des filles, et là c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elles sont pas très jolies, enfin même celles qu'ils sont ont tendance à s'enlaidir un peu dans leur façon de parler. Elles sont pas hyper morales, elles enchaînent conneries sur conneries, elles sont pas bonnes à l'école, mais c'est toujours très marrant. En plus, l'accent irlandais est très charmant. Et là, dans le premier épisode, il y a un caméo de Liam Neeson, qui est quand même l'un des meilleurs acteurs irlandais de notre génération. Donc, c'est assez kiffant et ça fait toujours plaisir. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est une série à laquelle Atlanta, dont on a parlé tout à l'heure, me fait beaucoup penser. C'est une série de FX qui est diffusée sur Canal+ actuellement, qui s'appelle Better Things. C'est une série qui a été créée par Pamela Adlon. Et ça parle d'une mère célibataire qui s'appelle Sam, qui a 3 filles, une qui est enfant, une qui est pré-ado, une qui est ado, et c'est un peu le chaos permanent dans leur maison. Elle est actrice, donc elle gagne bien sa vie, mais elle est tout le temps en train de jongler entre son travail, ses responsabilités de mère, sa relation avec sa propre mère qui habite de l'autre côté de la rue, et ses différentes tentatives de rencontres amoureuses. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que pour moi, c'est une série qui est très similaire à Atlanta, dans le sens où c'est un peu une série de hangout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de progression narrative énorme dans chaque épisode, mais on a toujours envie de traîner avec les personnages de la série. C'est une série d'auteurs, comme Atlanta, avec une vision vraiment très spécifique, qui est celle de Pamela Adlon. C'est une série dont on parle vraiment trop peu, je trouve. Je pense que c'est parce que ça parle de la sphère domestique, parce que c'est des personnages féminins et que ça parle de maternité. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en parle pas plus, parce que c'est une série qui est extrêmement ambitieuse dans sa narration, dans son écriture, dans sa réalisation, qui a des performances géniales, qui nous emmènent toujours là où on ne s'y attend pas. Et donc, un petit peu comme Atlanta dont on va parler, je trouve que c'est une des séries les plus surprenantes et les plus belles de ces dernières années. Et voilà, j'aimerais que vous en profitiez pour la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. La dernière saison est diffusée actuellement sur Canal+, et c'est vraiment génial. J'aimerais que vous en profitiez pour la regarder. Ce sera mon devoir de la semaine. Ouais, c'est ça. Donc, regardez Better Things et ensuite, vous m'envoyez un petit rapport une fois que vous l'avez vu. Et vous verrez, c'est vraiment, vraiment génial. Très, très drôle, avec beaucoup de surréalisme. Comme Atlanta, dont on va parler cette semaine. Marie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle, Atlanta ? Atlanta, ça parle de Earn, qui est joué par Donald Glover, qui est un mec qui récemment a abandonné ses études à Princeton. Donc on comprend très vite qu'il avait un avenir assez brillant devant lui et qu'il est sûrement assez brillant aussi, mais qu'il a abandonné ça, on ne sait pas trop pourquoi. Il a un bébé avec une jeune femme qui s'appelle Vanessa, avec laquelle il n'est pas vraiment... Enfin, il squatte chez elle tout le temps. Et en fait, l'élément déclencheur, le début de la série, c'est que son cousin, Al, se lance dans une carrière de rappeur sous le nom de Paperboy. En fait, il a fait une vidéo qui est en train de devenir virale.
Paper boy, always bout that paper boy. If you ain't on your grind, then you flexing, you's a hater boy. Paper boy, always getting paper boy. If you ain't making money, then you ain't a money maker boy. Et Earn, qui sent le bon filon parce que c'est son cousin, lui propose d'être son manager. Et Paperboy vit avec Darius, qui lui est complètement perché. C'est un fils d'immigré nigérien qui est complètement stun tout le temps et qui a des réflexions existentielles à longueur de journée, et il est réjouissant et il est obsédé aussi par les armes à feu et par les bons tuyaux. Il est assez passionnant. Et en fait, c'est l'histoire de l'évolution de la célébrité de Paperboy, mais aussi juste, comme tu l'as dit, il se passe pas forcément d'énormes rebondissements ou des choses comme ça. C'est vraiment, on les suit au quotidien. Et la série prend le parti parfois de faire des grands écarts vers d'autres histoires qui sont toujours liées au thème principal de la série. Et l'autre personnage principal de la série, il faut le dire, c'est Atlanta. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça aussi, quoi. Moi, j'ai suivi Atlanta dès le début, mais toi, tu n'as pas eu la même expérience de visionnage avec la série? Ah non, moi je l'ai regardée très récemment pour ce podcast. Ça fait des années qu'elle est sur ma liste parce que je sais que c'est une série incroyable. J'ai un peu un esprit contrarien, je pense, malgré moi. Mais dès qu'on me dit que quelque chose est un chef-d'œuvre, j'ai un peu tendance à ne pas avoir envie de le voir parce que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai envie, mais en même temps, ça me fatigue à l'avance parce que je me dis, oh là là, ça veut dire que ça va déclencher, il va falloir que j'active toutes mes capacités cérébrales. Et en plus, tout le monde m'avait dit qu'il y avait des trucs absurdes et je suis pas forcément portée là-dessus, comme les gens qui écoutent Ami peuvent le savoir. Mais donc, je m'y étais pas mise, même si c'était vraiment sur ma liste. Et donc là, je m'y suis mise. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. C'est assez brillant. Et j'ai vraiment bien accroché, donc je suis contente d'avoir eu à le faire pour le podcast. Il faut préciser que donc, la série a été créée par Donald Glover, qui écrit et réalise certains épisodes, qui produit avec Hiro Murai, qui est un réalisateur de nombreux épisodes, et aussi Steven Glover, son frère. Donald Glover, pour celles et ceux qui ne verraient pas qui c'est, en fait, il a d'abord commencé comme scénariste et comme acteur. Il a bossé pour 30 Rock. Alors qu'il était étudiant à la New York University, il avait envoyé un mock scénario, un faux scénario des Simpsons, et ils l'ont embauché comme ça. Il a aussi travaillé dans Community. Il faisait partie du gros duo Troy et Abed. Troy and Abed in the morning. Le magnifique duo, et c'est ça qui l'a rendu un petit peu culte aussi. Et donc, il était déjà scénariste à l'époque. Et en fait, Donald Glover, c'est clairement un petit génie, même un génie tout court. On le savait déjà à l'époque, on disait qui est ce mec hyper jeune qui fait partie des meilleurs groupes de scénaristes des États-Unis. Et il a aussi une carrière musicale sous le nom de scène Childish Gambino. Et il est extrêmement bon aussi. Tu l'as vu sur scène? Ouais, je l'ai vu sur scène et c'était une expérience religieuse assez incroyable. On l'a aussi vu au Louvre ensemble. Et on l'a vu au Louvre. Une expérience religieuse aussi. Voilà, pour le tournage de la saison 3, puisqu'il était en repérage, on va en parler plus tard, mais la saison 3 se déroule en Europe. Ce qu'on dit du personnage de Donald Glover, c'est qu'il sait absolument tout faire, qu'il est brillantissime. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout humble, on le voit en interview. Non, il a un peu le melon. Voilà, mais en même temps, il a raison. Et je pense que ça doit être dur de ne pas l'avoir quand on le compare aux gens à qui on le compare, parce qu'on va le redire, mais il est souvent comparé à David Lynch pour Atlanta, parce que la série a pas mal de points en commun avec Twin Peaks. On se dit que c'est un visionnaire. Donc voilà, je pense que ça doit être assez dur de porter tout ça sur ses épaules. Mais clairement, c'est lui qui drive Atlanta. Et en même temps, ce que je trouve très intéressant par rapport à Euphoria, dont on a parlé récemment dans le podcast, qui est aussi une série autorisante, qui est portée par Sam Levinson, c'est que Atlanta est extrêmement collaborative comme série. Donald Glover écrit, réalise et produit certains épisodes, mais en même temps, il y a une petite équipe qui tourne tout le temps. On sent que c'est vraiment un travail de groupe. Et je trouve que ça se ressent aussi dans la qualité de la série, contrairement à Euphoria, où on va sentir parfois qu'il y a une vision parfois un petit peu étriquée des personnages ou de la narration. Là, vraiment, c'est ça que je trouve magnifique dans Atlanta. C'est une série d'auteurs, mais qui en même temps ne tourne pas autour d'une seule personne. Quand tu as commencé à regarder la saison 1, t'en as pensé quoi? J'ai tout de suite trouvé ça très bien parce que c'est très bien écrit. Mais c'était marrant parce que tout le monde m'avait dit que c'était justement un peu surréel. Et au début, pas trop. Enfin, c'est un peu une comédie dramatique, très bien écrite. Il y a des petits moments. À un moment, il y a une voiture invisible. Oui. C'est un des premiers indices que cette série est un petit peu perchée. Ça va aller loin. Mais en fait, c'est vraiment dans la deuxième moitié de la première saison où on voit l'expérimentation qui était justement limitée à certaines scènes, là, devient beaucoup plus poussée. Il y a tout un épisode autour de Justin Bieber, mais Justin Bieber est noir. Et c'est absolument génial. This is me. This is the real Justin. I'm not a bad guy. I actually love Christ. I guess I've just been hanging out with the wrong people. Which is why I want to sing this new single from my upcoming album, Justice.
Et il est dans une espèce de compétition de basket face à Paperboy. Il y a toute une autre intrigue à côté et il y a Vanessa qui, à la fin, voit un de ses élèves qui a une white face. Ah oui, c'est très bizarre. Et ça aussi, c'est vraiment un des Mais premiers ça, je l'avais moments. vu sur Twitter beaucoup. Parce que ça... Ouais, voilà, c'est devenu un mème après. Il y a pas mal de mèmes autour d'Atlanta. Et ça aussi, je me souviens à l'époque où la série est sortie, c'était un des premiers moments où tout le monde s'est dit « Attendez, mais c'est quoi Atlanta en fait ? Enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Parce que c'est juste un gamin qui a un sourire un peu diabolique, qui est en white face et il n'y a pas d'explication. Il est noir, mais il a le visage pas en blanc, quoi. Voilà, et ça fait énormément flipper Van. Et donc, évidemment, il y a un niveau de lecture très simple qui est que la blackface, donc quand une personne blanche se grime en personne noire, c'est extrêmement flippant et dérangeant. Et là, il renverse un petit peu ça. Mais en même temps, c'est juste un tout petit élément qui n'est jamais expliqué dans la série. Et ça, pour moi, c'est extrêmement lynchien. C'est-à-dire que c'est des éléments d'absurde qui sont juste là pour donner une touche d'humour noir incompréhensible. Et il y en a plein dans tous les épisodes, en fait. Et c'est ça que je trouve génial. Et Darius, il a un petit peu ce côté-là aussi. C'est-à-dire que parfois, il joue aux échecs contre lui-même. Il parle à son adversaire qui est lui-même, il dit « Ah, tu croyais vraiment que t'allais m'avoir comme ça ?» Et il change de place à chaque fois. Et c'est vrai que plus la série avance, plus on a beaucoup, beaucoup de moments comme ça, alors qu'au début, on aurait pu s'attendre à quelque chose de très conventionnel. Et il y a un autre épisode que moi j'ai adoré, et c'est un peu là où j'étais conquise, où je me suis dit waouh, ils expérimentent vraiment, quoi. C'est un épisode qui est bâti autour d'une émission BAN. BAN, c'est Black American Network. Dans le programme, ça s'appelle comme ça, mais en fait, c'est totalement pompé sur la chaîne de télé qui s'appelle BET aux États-Unis, Black Entertainment Television, qui est une chaîne de télé noire américaine. Et en fait, tout l'épisode est bâti autour d'un talk show où Paperboy est invité parce qu'il a tenu un propos qui est considéré comme transphobe et il est face à l'animateur et face à une activiste des droits trans. Et en fait, entre chaque segment de l'émission, il y a des fausses pubs qui sont absolument géniales, qui subvertissent totalement le genre de la pub sur la télé américaine. Questions. The universe. Paternity test. Salutations. Hi, my name is Ahmad White. You may know me from your dreams. Call this number below and get the answers you deserve. Me and Ahmad found out I was a moon sign, and I wasn't getting enough crystal in my diet. Now, I live in a beautiful home. Ahmad gave me the answers I was looking for. Open your third eye. He works. He just works. He works. He really works. Knowledge is the path to greatness. If you'd like to be smart as a baby dolphin, call now. Et l'émission en elle-même est super. Et en fait, c'est complètement un épisode autour de ça où on voit aucun des autres personnages. Il y a beaucoup de séries qui tentent de le faire, des épisodes bottle. Et en fait, ça ne fonctionne pas souvent parce que je pense que souvent, ils essaient de le faire sans avoir un propos. Mais dans Atlanta, ça fonctionne extrêmement bien. Je me souviens qu'à l'époque où je l'ai vu, j'ai été extrêmement dérangée par cet épisode. Je m'étais dit, je crois que j'ai jamais vu ça à la télé. Et c'était en 2016, hein, donc on était vraiment... C'est fou de le revoir encore aujourd'hui. En le revoyant, je le trouve toujours aussi dérangeant. Et c'est ça qui fait aussi de la série Tu le trouves dérangeant par son propos? C'est parce ça qu'il y a un débat autour... Enfin, justement, il est accusé de transphobie, donc il y a tout un débat, et puis il fait des blagues là-dessus. Ça me fait mourir de rire, parce que c'est très bien écrit et que Paperboy est très drôle. Ouais. En fait, ce qui m'avait dérangé la première fois que je l'ai vu, et qui est toujours un petit peu dérangeant quand je le vois là, mais je pense que c'est volontairement dérangeant, c'est qu'il y a un reportage sur un personnage noir qui dit qu'il est blanc au fond de lui. Et donc, c'est une allégorie aussi sur la transidentité, c'est-à-dire que quand une personne dit « je suis une femme, même si je suis né homme à la naissance, par exemple ». Et là, ils essayent de subvertir ça en montrant un personnage noir qui, donc, se pense blanc et donc qui est aussi extrêmement raciste, en fait. Et c'est très, très drôle, mais en même temps, je me disais, est-ce qu'ils essayent de... faire un parallèle et de dire que la transidentité, en fait, de la réduire à ça. Moi, je me suis posé la question en le regardant aussi. Est-ce que c'est pas un petit peu maladroit de sous-entendre que, en fait, la transidentité, c'est juste dans ta tête et c'est un peu ridicule, en fait? Je pense pas que c'est ça qu'ils sous-entendent, parce que même le personnage à la fin qui, justement, pense qu'il est blanc, on se rend compte qu'il est hyper homophobe à la fin. Et ce retournement-là, je trouve, fait fonctionner l'épisode parce qu'on sent qu'ils ont du recul. Et pour moi, en fait, c'est plus une espèce de critique de ce genre d'émission, de la télé américaine en général, où déjà, on va inviter des gens qui ne sont pas du tout des experts, c'est-à-dire que Paperboy a juste dit un truc, il n'a aucune expertise là-dessus. Et on va le faire parler avec, pour le coup, une experte qui est vraiment une militante et experte. Alors qu'il
il n'a rien à dire, hein, clairement. C'est pour ça qu'il est drôle aussi, c'est parce qu'il sort des conneries. Ouais. Et en plus, on va faire des rapprochements complètement lunaires. Mais pour moi, c'est vraiment plus une critique de ça. Et je pense que la fin, justement, avec ce retournement, on sent qu'ils ont le recul quand même dessus. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais c'est ça que j'aime bien dans la série, c'est qu'en fait, pendant tout l'épisode, t'es quand même un petit peu sur le qui-vive, quoi. Tu te dis où est-ce que ça va aller, parce que c'est quand même complètement perché. Et ils vont très, 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 très loin. Et ils n'ont pas peur de ne pas du tout prendre le spectateur par la main, en fait. Justement, ils vont jamais essayer d'asséner un message. Il y a plein de thématiques extrêmement contemporaines qui sont abordées, mais en même temps, parfois, on sent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas un avis très tranché sur la question, ils veulent juste y réfléchir un petit peu en direct. Et je pense que cet épisode fait très bien ça, c'est-à-dire que ça pose plein de choses, ça lance plein de pistes, et en même temps, ça dit pas à la fin, bah voilà comment vous devriez vous sentir, quoi. Sur l'idée de transracialisme, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait eu Rachel Dolezal l'année précédente, en fait, qui était une femme blanche qui se faisait passer pour noire pendant des années. Et en fait, elle avait utilisé cette excuse en disant qu'elle était née blanche et qu'elle s'était toujours sentie noire. Et je pense que c'est ça aussi qui pointe du doigt, c'est justement l'aspect ridicule de ça. Et en fait, dans les médias américains, il y avait vraiment eu une conversation, dans les médias américains un peu cons, hein, sur est-ce que c'est équivalent justement à la transidentité, quoi. Ouais, donc je pense que c'est ça. Quelle époque. Voilà, c'est ça. Donc je pense que vraiment, c'est de ça aussi dont ils se moquent dans cet épisode. Et je pense pas qu'ils soient en train de dire justement que la transidentité, c'est la même chose que... Oui, non, je pense pas. Mais je pense que c'est juste la manière dont ils s'emparent du sujet est hyper osée. Oui, et bien sûr. c'est vrai que justement, on a l'habitude de voir, même aujourd'hui, genre 6 ans plus tard, des séries qui prennent tellement de pincettes pour parler de sujets un petit peu contemporains sur toutes les questions de genre, d'orientation sexuelle, etc. Et là, Atlanta, en 2016, ils en avaient rien à foutre. Et c'est assez impressionnant encore aujourd'hui de voir ça. Non, puis même un des personnages principaux, du coup, est transphobe, ou fait des réflexions transphobes, et défend sa transphobie. Oui. Et le défend avec beaucoup d'humour, ça fait rire quand tu le vois, mais c'est horrible. Mais en même temps, c'est réaliste. Je pense que énormément d'hommes hétéros et cis, dans sa situation et tout ça, ont ces idées-là, et donc ils essaient pas d'éviter ça en le faisant passer pour beaucoup plus progressiste qu'il n'est, quoi. Et même ça, c'est très très fin, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de blagues transphobes qui vont faire rire le spectateur quand on regarde l'épisode. Ce qui fait rire, justement, c'est la transphobie du personnage, mais c'est pas les blagues transphobes ou les remarques transphobes qu'il va faire. Et donc ça, c'est très très compliqué à faire aussi. Donc bref, bravo Atlanta. Ce qui est intéressant, c'est que la scène d'ouverture du premier épisode, c'est un peu tous les clichés auxquels un public blanc pourrait s'attendre en regardant cette série qui s'appelle Atlanta. C'est-à-dire qu'on a des personnages noirs qui sont fauchés et qui sont impliqués dans une fusillade, et un des deux est rappeur. Donc c'est vraiment, on a un peu des stéréotypes comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, on comprend que Atlanta, c'est tout l'inverse. Aucun des personnages n'est archétypal, en fait. C'est vraiment des personnages multidimensionnels, extrêmement complexes. Il n'y en a aucun qu'on pourrait ranger dans une case et qui vont un petit peu déconstruire tous les clichés qu'on pourrait avoir sur ce type de personnage. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient persuadés qu'ils n'auraient jamais de saison 2. Et donc, ils ont commencé à prendre de plus en plus de risques parce qu'ils ont dit on donne tout ce qu'on a maintenant et donc on y va à fond. C'est aussi une des très très rares séries à avoir une salle de scénaristes qui est intégralement noire. Donc voilà, ils se disaient c'est incroyable qu'on ait cette chance, on y va, on donne tout. Et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes, on comprend qu'ils veulent nous amener complètement ailleurs. On n'est pas dans juste une dramédie qui va nous donner une vision universelle de la vie afro-américaine, par exemple, à Atlanta. C'est pas du tout ça. C'est pas non plus une série qui parle de l'industrie du rap. Et moi, c'est ça que je trouve génial dans cette série, c'est que c'est extrêmement spécifique. Il y a aucune autre série qui ressemble à Atlanta. Et quand on regarde Atlanta, on sait qu'on est en train de regarder Atlanta. Il y a aucune autre série qui arrive à faire ce que eux ils font, et on reconnaîtrait, enfin, je peux parler de n'importe quelle scène et tout le monde comprendra exactement pourquoi ça fait d'Atlanta la série qu'elle est. Dans la saison 1, on voit qu'ils commencent à expérimenter, mais là où ils ont vraiment pris leur envol, c'est la saison 2, qui est la Robin Season, donc la saison des cambriolages. Yes. Et en fait, elle s'ouvre sur justement le fait qu'il y a plein de vols à l'arraché et de cambriolages, parce que c'est bientôt Noël et qu'il faut voler. Il faut bien manger. Voilà, exactement. Mais du coup, toute la saison, en fait, chaque épisode est centré sur un personnage à chaque fois, et on voit les autres personnages aussi, hein. C'est pas juste des épisodes bouteilles. À chaque fois, on a la perspective d'un personnage, et là, ils expérimentent beaucoup, beaucoup plus, quoi. Il y a un épisode que j'ai adoré où c'est Paperboy, donc Al, qui va chez son coiffeur. Chez son coiffeur, ouais. Son coiffeur est un numéro, littéralement un arnaqueur, enfin c'est le plus gros scammer de l'histoire, quoi. Et il commence à lui couper les cheveux, et puis après il dit « Ah non, mais il faut que j'aille quelque part », et il embarque dans une espèce de série d'aventures toutes plus ridicules les unes que les autres.
Et frustrante, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est que vraiment, l'autre, il veut juste se faire coiffer et il lui a fait la moitié de sa coupe de cheveux et il lui dit, viens, je t'emmène. Et en fait, on sent toute la rage de Hal qui monte pendant l'épisode et même nous, en tant que spectateurs, enfin, il pousse vraiment au bout les spectateurs. En plus, Hal est en liberté conditionnelle et il se retrouve dans un accident de la route avec le mec et le mec part. En même temps, cet épisode est très drôle et très frustrant, comme tu dis, ça joue avec nos nerfs, mais ça révèle aussi beaucoup du personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, dès le premier épisode, a eu une fusillade avec quelqu'un, qui a une image dans sa communauté de fans, de gangsters un peu. Il joue là-dessus aussi dans son image publique. Et en même temps, on voit là-dedans qu'il n'a pas recours à la violence, quoi. Alors que, enfin, moi, je pense que j'aurais eu recours à la violence, tu vois. Au bout d'un moment, j'en pourrais plus, quoi. Oh, you got somewhere to be? Yes, baby man. Oh, yeah, shit, I my said bad. that, Hey, man. I didn't know. My bad. Hey, Just- hey, no big deal, baby. Hey, no big deal. You should have said that. All right, man, we I good. get you squared away. Oh shit! Don't worry about that. Don't worry about that. Ain't nothing. Yeah, I got the usual. Get you ready for Hollywood. That reminds me. Hey. Yeah. Oh boy. What are you doing? Leaving. Leave. Man, baby, you can't leave me here with half a haircut, man. Look at this shit, man. Come on now. It's cool, cause you come with me. Come on. Shit, man. All right, let's go. Bah, non seulement il n'a pas recours à la violence, mais en fait, c'est un personnage qui souvent se laisse un petit peu marcher dessus, en fait. Oui. Et qui passe toute la série à être méga saoulé et blasé. Vraiment, la majorité des personnages de Atlanta sont tout le temps blasés. Mais lui, en fait, oui, on sent que c'est profondément un gentil et qu'il aime pas trop le conflit, en fait. Et donc, il va se laisser souvent embarquer dans des situations comme ça où il dit qu'il est énervé, mais en même temps, il n'arrive pas vraiment à débloquer la situation. Et c'est peut-être mon deuxième épisode préféré, et on va parler de notre épisode préféré après. Mais je me souviens que quand je l'ai vu, celui-là, c'est là que j'ai pensé à David Lynch tout de suite. Et je me suis dit, ok, je suis en train de voir genre le nouveau Twin Peaks. Parce que ça va tellement loin dans le jeu avec le spectateur, dans le jeu sur les nerfs, dans l'absurde, dans l'humour très très sombre parfois. Et avec ce personnage de coiffeur qui est complètement excentrique, qu'on ne reverra plus jamais, mais qui est un personnage totalement délirant. Et là, ouais, je me suis dit, ok, on a une saison de génie sur les bras. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épisode d'après, Teddy Perkins, est vraiment celui qui a propulsé Atlanta comme phénomène, parce que le début de la saison 2, tout le monde en parlait, et comme la saison 1, à chaque épisode, on se disait, ouais, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et Teddy Perkins, c'est celui dont tout le monde a entendu parler, y Même compris moi. toi, voilà, et qui a vraiment créé le phénomène, je pense, que Atlanta est devenu aujourd'hui. Et à partir de là, en fait, chaque nouvel épisode d'Atlanta est devenu non seulement un événement télévisuel, mais en plus a suscité des dizaines et des dizaines d'articles, d'analyses, parce que voilà, ça a montré un peu le niveau de la série et jusqu'où les créateurs étaient capables d'aller pour raconter leur histoire, quoi. Teddy Perkins, du coup, pour resituer, c'est un épisode qui est centré autour de Darius et qui ne fonctionnerait qu'avec Darius, parce qu'il n'y a que lui qui se laisserait embarquer dans un truc pareil. Mais en gros, il a loué une camionnette pour aller chercher un piano avec des touches multicolores dans une espèce de grande demeure à l'extérieur d'Atlanta. Et il y est accueilli par un homme qui est de toute évidence fortement inspiré de Michael Jackson, c'est-à-dire que c'est un homme noir, mais qui a subi des blanchiments de peau et qui a le visage complètement refait et qui a une voix un peu aiguë, un peu une petite voix aiguë comme ce dont on se souvient de Michael Jackson. I'm Darius. Apologies. I'm Theodore Perkins. Please. Call me Teddy. Et cet homme est joué par Donald Glover, même si ça n'est pas dit dans le générique. Et on ne le savait pas au moment de la diffusion. Voilà. Et en plus, quelqu'un déguisé en lui est venu lors des Emmy Awards, je crois. Et Donald Glover était là, donc il y avait tout un truc autour de ça aussi. Enfin bon, c'était... Mais ça a été un truc énorme, quoi. Voilà. Alors, vraiment, je me souviens encore, et je me souviens que j'ai vu l'épisode peut-être 3 jours après sa sortie, et tout le monde m'avait déjà gonflé avec cet épisode, et j'étais un peu déçue parce que du coup, moi, je savais que c'était Donald Glover qui jouait Teddy Perkins, parce que j'ai pas vu l'épisode au moment de la sortie, et c'est pour ça que je parle du phénomène, parce qu'à partir de cet épisode, j'ai commencé à les regarder dès le moment où il sortait, comme Game of Thrones, comme Euphoria, comme Big Little Lies, parce que je voulais absolument pas me faire spoiler, et c'est vraiment cet épisode-là qui a tout changé avec ça, parce que vraiment, c'était au-delà de la diffusion elle-même, tout le monde parlait de Teddy Perkins. C'est ça, moi j'ai entendu parler de Teddy Perkins pendant des semaines entières.
sans avoir vu la série. Et c'est vrai que là, du coup, quand j'ai vu l'épisode, j'étais pas déçue, mais enfin, j'ai pas été renversée. En plus, c'est un épisode qui emprunte beaucoup de codes à l'horreur. C'est ça vraiment son espèce d'atmosphère. C'est-à-dire que du coup, Darius est dans cette grande demeure. Cet homme lui parle, lui propose de l'eau, mais en même temps, enfin, c'est très étrange en fait. C'est complètement absurde. C'est très dérangeant. Il a un œuf d'autruche c'est mi-cuit horrible. C'est horrible. qui commence à casser devant lui. En fait, on est mal à l'aise pendant tout l'épisode et on sent qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce mec, mais on comprend pas exactement quoi. Et il arrête Darius pas devrait partir. Voilà, c'est ça. Et on est dans une situation un peu à la Get Out aussi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'épisodes de Atlanta qui font penser à Get Out. C'est-à-dire qu'on comprend pas exactement pourquoi ça va pas, mais on comprend que ça va pas et que les personnages sont pas vraiment en sécurité. Et d'ailleurs, Lakeith Stanfield était dans Get Out. C'est lui qui se fait un peu tout à fait maltraiter dès le début. Qui dit Get Out. Oui, c'est ça. Get out. Sorry, man. Okay. Get out! Yo! Yo! Chill, man. Get out! Chill, man! Chill, man! Et ouais, en fait, ce personnage Teddy Perkins n'arrête pas de parler de son frère, Benny, qui était un grand pianiste, mais dont maintenant il s'occupe et qui a une maladie dégénérative de la peau et qui ne sort jamais de chez lui. Pendant tout l'épisode, Darius et le spectateur pensent que ce Benny n'existe pas, que c'est Teddy Perkins qui est un peu perchos, qui l'a inventé. Ou que même c'est lui, en fait, voilà. Benny, quoi. Enfin... On sait toujours pas maintenant. Il y a eu des théories sur le fait que, en fait, le personnage qui est présenté comme Benny serait en fait le père de Teddy / Benny Perkins et que du coup, il y aurait pas deux frères, puisque l'autre personnage est masqué. Donc, on sait jamais vraiment qui c'est. Mais voilà, on sait qu'il y a un autre personnage qui est quelque part dans la maison. On entend du piano à un moment, mais on sait pas si c'est lui qui joue vraiment ou pas. Donc, comme tu le dis, c'est très horrifique. Déjà, Perkins, ça fait référence à Anthony Perkins de Psychose. Et tout le fait d'avoir un frère dont on s'occupe, mais qu'on maltraite un petit peu en même temps et qu'on menace très certainement de mort, c'est aussi une référence à Whatever Happened to Baby Jane, qui est un grand classique de l'horreur camp aussi. Donc voilà, il y a plein de petits éléments horrifiques très perturbants. Il y a aussi tout un propos autour de la figure du père et surtout de la figure du père afro-américain. Surtout les pères de personnalités célèbres aux États-Unis, comme le père des sœurs Williams. Là, il vient d'avoir un film avec Will Smith qui a joué dedans. Enfin, parce qu'il est mentionné littéralement dans l'épisode. Teddy Perkins raconte à Darius que leur père les maltraitait, c'est ce qu'il raconte, pour les forcer à atteindre l'excellence. Et le propos, c'est un peu, il était obligé de faire ça, vous comprenez pas, il était obligé parce qu'on était des petits garçons noirs et que pour s'en sortir dans cette société, il fallait qu'on soit excellent. Il cite d'autres pères, donc il cite le père de la famille Jackson, de la fratrie Jackson, dont on sait qu'il était abusif. Il cite aussi... Il y a le père de Marvin Gaye qui a tué Marvin Gaye, son propre voilà. fils. Il l'identifie, il associe son père à cette espèce d'association d'autres pères géniaux. Donc oui, Marvin Gaye senior qui a tiré sur son fils et l'a tué, quoi. Il y a tout un truc autour de ça où en même temps il l'élève dans une espèce de personnalité qui règne un peu sur cet univers et à laquelle il doit tout, quoi. Littéralement, il veut construire un musée en hommage à toutes ces figures paternelles et pour lui, c'est d'excellents pères en fait, ou en tout cas, il dit que l'excellence ne peut sortir que de la douleur. Que de la douleur, ouais. On sent qu'il a un peu un syndrome de Stockholm par rapport à son propre père où il essaye de justifier les abus dont il a été victime quand il était petit, quoi. My father used to say, great things come from great pain. I want this wing of the museum to be dedicated to great fathers. My father, Joe Jackson, Marvin Gaye Sr., Tiger Woods' father, Serena Williams' father, the father that drops off Emilio Estevez in the Breakfast Club. Et il raconte à un moment qu'on avait dit à son frère que sa musique, on ressentait la douleur à travers sa musique. Il y a tout un propos autour de la douleur et aussi le fait de percevoir cette excellence qui vient de la douleur comme quelque chose de nécessaire pour atteindre justement ce niveau-là. Et aussi le fait de glorifier dans notre culture la douleur afro-américaine, puisque ça c'est aussi un truc dont on parle très souvent, le fait qu'on n'a que des films avec des acteurs noirs qui parlent d'esclavage, qu'en fait le public blanc adore voir la douleur noire dans la culture. Et ça, c'est aussi un des nombreux niveaux de lecture qu'il y a dans l'épisode. Et c'est pour ça que ça a cartonné, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on peut tirer. Oui, c'est très, très riche. Et en même temps, c'est hyper divertissant. Donc, ça fonctionne aussi au premier niveau tout simple, qui est épisode d'horreur, où on a très, très peur pour Darius et on ne sait pas du tout où ça va aller dans la scène d'après. Et où on sort de là un petit peu traumatisé en se disant « Qu'est-ce que je viens de regarder, quoi ?» Oui, puis il y a une scène très drôle où il l'appelle, en fait, Al et Earn. Ouais. Et les deux sont morts de rire, mais terrifiés en même temps. Ils lui disent de sortir de là. Il dit « Non, vous
vous comprenez pas, j'ai une règle dans ma vie, c'est que j'ai le droit qu'à 2 regrets. Et en fait, si je dépasse 2 regrets, il faut m'éliminer, quoi. Et ils sont là, mais comment on saura si tu dépasses 2 regrets? Ils sont là, je vous le dirai. Et du coup, il veut pas regretter ça, mais je me demande s'il va pas le regretter à la fin quand même, parce qu'il a pas l'air très très bien, parce que bon, l'épisode se termine de façon assez tragique et violente. Et c'est ça qui est fou aussi, c'est que ce personnage de Teddy Perkins, il est extrêmement flippant et sombre, mais en même temps, on ressent beaucoup de peine pour lui. On voit même une vidéo qu'il est en train de regarder de quand il était petit et son père qui est en train de le maltraiter pour qu'il joue du piano, etc. Donc, c'est un épisode qui arrive à parler de quelque chose de manière très, très brute et en même temps sans jamais aller dans la caricature. Et non plus, comme je disais tout à l'heure, sans jamais donner de message un peu tout construit, facile à digérer, où à la fin on se dit « Ah ok, j'ai compris, c'était ça l'idée, quoi ». Enfin, c'est là qu'on comprend aussi un peu ce que va faire Atlanta de plus en plus, c'est-à-dire des ruptures sans cesse dans la narration, où, comme on le disait au début, il y a quand même une progression, mais c'est plus une progression émotionnelle, je pense, qu'une progression vraiment narrative dans la série. Et en fait, on a tout le temps des ruptures de ton. Donc, on passe de la comédie à l'horreur, au drame. On a des ruptures temporelles, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui se passent carrément à une autre époque. On a des ruptures de lieu. Et on sait jamais où le prochain épisode d'Atlanta va nous amener. Et c'est pour ça que c'est devenu un événement maintenant, parce qu'on sait vraiment pas ce qu'on va trouver dans l'épisode d'après. Et moi, je trouve qu'on sait même pas ce qu'on va trouver dans la scène d'après. Dans la majorité des épisodes, vraiment, toutes les 5 minutes, je suis là, mais quoi? Attends, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment génial. Enfin, là, dans la nouvelle saison, il y a un moment où Van arrête pas de pousser les gens dans une piscine. Oui, c'est génial, j'adore. Et pareil, tu comprends pas pourquoi, c'est pas expliqué. Et c'est juste encore une petite touche d'absurde. C'est drôle. D'ailleurs, il y en a une qui manque de se noyer, vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. C'est drôle. En même temps, c'est très sombre. Et en même temps, c'est absurde, c'est surréaliste. Enfin, il y a tout. Et c'est une série qui va avoir des éléments surnaturels aussi. Là, on a des éléments horrifiques, mais parfois, on a carrément des esprits. Donc, on a vraiment plein de choses. C'est hyper riche et on sait jamais à quoi s'attendre. Ce qui est marrant, c'est que donc l'épisode de Teddy Perkins, moi, c'est celui dont j'avais le plus entendu parler, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Enfin, mon préféré, et là où j'étais là, waouh, cette série, c'est vraiment du très très grand art. C'est l'épisode qui s'appelle Woods, qui est l'épisode 8 de la saison 2. Donc, c'est 2 épisodes après Teddy Perkins. C'est un épisode qui est centré autour de Hal, donc Paperboy, qui est joué par Brian Tyree Henry et qui, en fait, se situe, on comprend par petites touches que c'est l'anniversaire de la mort de sa mère. Et Paperboy lutte depuis la première saison, même depuis le premier épisode, avec sa célébrité. Il n'accepte pas vraiment son statut de célébrité, même si c'est un petit statut pour l'instant, mais il l'accepte pas. Il veut continuer à être dealer et d'ailleurs, à un moment, il se fait braquer par le mec auprès de qui il se fournit. Et il a un peu ce truc où il essaie un peu de rester dans son ancienne réalité, même si sa vie évolue autrement. Et en fait, tout l'épisode est centré autour de ça, c'est-à-dire que la première scène, il imagine sa mère, qui est morte depuis, je pense, enfin, c'est l'anniversaire de la mort de sa mère, donc on sait pas, je pense que c'est 1 an ou peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. On sait pas, en fait, au début, c'est ça qui est beau, c'est qu'on le voit juste allongé sur le canapé avec les yeux fermés et on entend sa mère dans le fond qui est en train de ranger et on la voit. Et donc, on se dit juste, c'est sa mère, quoi. Et après, on comprend que c'était une rêverie, que c'était quelque chose qu'il avait imaginé. Mais on savait dans le premier épisode, après, je les ai tous vus à la suite, donc, mais dans le premier épisode, en fait, il avait dit à Earn, j'ai pas entendu parler de toi depuis l'enterrement de ma mère. J'avais pas noté ça. En plus, il s'est passé 2 ans entre la saison 1 et la saison 2. Donc, vraiment, quand on voit cette scène, moi, je pensais juste au début que sa mère était là. Et on comprend au bout de quelques minutes qu'en fait, non. Et c'est hyper mélancolique. C'est très, très poétique. C'est très beau. Et effectivement, tout l'épisode, après, on sent que ça lui pèse un petit peu. Et d'ailleurs, la fin de l'épisode est dédiée à la mère de Brian Tyree Henry, qui est décédée juste avant que Atlanta ne sorte. Et donc, il y a un parallèle évident qui est fait avec la célébrité maintenant fulgurante de Brian Tyree Henry, qui a joué le premier super-héros gay de l'univers Marvel, récemment dans Les Éternels de Chloé Zhao, qui a souvent parlé du fait qu'il regrettait que sa mère n'ait jamais vu le moment où il a percé, quoi. Et c'est vrai qu'on sent dans cet épisode que le personnage de Paperboy est encore rattaché à ça et qu'il n'arrive pas vraiment à se remettre de la mort de sa mère et que il traverse quand même certainement une dépression, quoi. Oui, on sent qu'il traverse une dépression. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle lui dit, en fait, dans son espèce de rêve éveillé qu'il a d'elle, elle lui dit j'ai pas élevé un feignant, bouge-toi. Tout l'épisode, en fait, il subit. Il est un peu amorphe parce qu'on sent qu'il est déprimé. Et il va être entraîné dans une série de mésaventures. Il y a une copine à lui qui vient le chercher, qui est en fait une influenceuse Instagram qui a un peu envie d'être son manager aussi, ou de rattacher sa propre célébrité à la sienne, et qui l'emmène faire les boutiques et qui l'emmène faire une pédicure. Mais elle est un peu relou et en même temps, lui, il a vraiment pas besoin de ça à ce moment-là, quoi.
Et du coup, il finit par s'enfuir et il se fait braquer par des pseudo-fans qui le reconnaissent, mais qui, en fait, lui piquent sa montre, qui le tabassent. Et il est obligé de s'enfuir dans la forêt. Et là, il rencontre un homme qui est en train d'errer dans les bois. Et on comprend pas bien si cet homme est réel ou pas. I'm gonna count to 30. And if you ain't walked out here by then, I'm gonna hurt you. Cause ain't nobody out here but you and me, boy. 1, 2, 3, 12, 11, 13, 14, 15, 17. Moi, ça m'a beaucoup rappelé Toni Morrison. C'est le réalisme magique voilà, qui est très, très présent dans Atlanta. Exactement. Toni Morrison, qui est une des plus grandes écrivaines américaines, voire la plus grande écrivaine américaine du XXe siècle, qui est une écrivaine noire américaine et qui utilisait beaucoup, justement, le réalisme magique, évoquait beaucoup les esprits dans son écriture. Et par exemple, dans Song of Solomon, l'un de ses romans, ça se passe dans le sud des États-Unis et il y a beaucoup de passages dans la nature, dans des forêts et avec des esprits qui réapparaissent, de fantômes du passé ou des choses comme ça. Et à un moment, l'homme qui voit dans la forêt Hal, il le suit, il est énervant et tout ça. Et Hal lui dit de dégager. Et il lui dit « T'es comme ta mère ». Et là, on voit le visage de Hal qui est complètement déconfit. Enfin, il est choqué par ce qu'il entend. Et on passe très vite à autre chose. Mais en même temps, on se demande si cet homme est réel, s'il représente pas quelque chose d'autre. Et on n'a jamais la réponse, en fait. Et s'il le connaît vraiment, ou s'il connaissait sa mère, ou si c'est juste un fou qui vit dans les bois et qui lui sort un truc comme ça, quoi. Ouais, et ce mec finit par le menacer. Et comme tu le dis, en fait, toute la série, on voit Hal subir, pas que cet épisode, mais vraiment, il y a eu le coiffeur 2 épisodes plus tôt. C'est quelqu'un d'arrangeant, qui est, comme tu dis, coincé un petit peu entre deux mondes. Et c'est effectivement lui qui veut pas vraiment encore embrasser totalement sa célébrité. Mais il y a aussi quelque chose de très réel, c'est-à-dire qu'il a juste fait une chanson et que donc lui-même, en fait, il décolle pas. Et donc, il est à la fois, il est dans ce paradoxe que plein de gens ont connu au début de leur célébrité, où il est extrêmement célèbre, tout le monde le connaît, mais il est fauché, en fait. Et donc, il doit aussi vendre de la weed parce qu'il n'a pas de thunes. Lui et Earn, ils sont tout le temps en train de galérer financièrement. Et en même temps, on le reconnaît, tout le monde veut prendre des selfies avec lui. Et donc ça crée une dissociation, je pense, très importante pour lui. Et donc, effectivement, cet épisode, c'est un peu l'épisode qui va le pousser à bout, mais c'est aussi, en fait, un des épisodes qui lui fait prendre conscience de plus en plus de l'incapacité de Earn à être un bon manager pour lui, parce qu'en plus, Earn, il a fait ça complètement par hasard, comme tu disais, un peu pour se raccrocher à son wagon. C'est de l'opportunisme, très clairement. Voilà, mais en fait, c'est pas un bon manager, et même s'ils s'aiment beaucoup, parce qu'ils sont de la même famille et qu'ils sont amis, etc., Earn n'arrête pas de tout foirer. Et il y a un épisode après où il va l'amener dans un concert qui est vraiment, encore une fois, une succession de conneries sur conneries. Le concert est gratuit, il les fait loger chez une meuf complètement folle parce qu'il veut pas payer l'hôtel. Ils se font courser dans la rue, ils finissent dans une fraternité de mecs qui ont un drapeau confédéré. Et en fait, Paperboy, le pauvre, il est tout le temps en train de se faire mener en bateau par tout le monde. Et effectivement, là, on sent que ça lui pèse. Et je trouve que, moi, c'est mon épisode préféré. Et quand on s'est appelé pour parler de la série un petit peu avant d'enregistrer, et tu m'as tout de suite dit que tu avais adoré cet épisode. Il faut dire qu'il est incroyable, Brian Tyree Henry. C'est bouleversant. En même temps, il peut être tellement drôle. Je comprends pourquoi tout le monde était énervé qu'il n'ait pas reçu l'Emmy quand il avait été nommé. Parce que vraiment, il est parfait, quoi. Enfin, c'est une star. C'est marrant parce que je me souviens au tout début, quand tu as commencé, je voulais pas te parler de cet épisode en particulier, mais je t'ai dit, tu vas voir, il est vraiment exceptionnel, le mec qui joue Paperboy. Et tu m'as dit, ah bon? Parce que c'est vrai que je pense que tu l'avais pas vu dans d'autres trucs en plus oui, avant. Non, ouais. Et c'est vrai qu'une fois que tu as vu la série, tu te dis, mais ce mec est incroyable. Et moi, c'était la raison principale pour laquelle je voulais voir Eternals de Chloé Zhao, c'était parce qu'il était dedans, quoi. Enfin, il est vraiment génial. Il y a un autre épisode dans la saison 2 qui est important. C'est un épisode où aucun des acteurs principaux n'apparaît. Parce qu'en fait, c'est un flashback de l'enfance de Earn et de Hal, son cousin. Et pareil, bouleversant. Incroyable cet épisode. Parce qu'en plus, c'est quand même un énorme pari, en fait, de faire un épisode dans une série où on s'est attaché aux personnages, où tu ne vois aucun des personnages tels que tu les connais. Tu fais tout en flashback.
Mais en fait, tout l'épisode est centré autour d'une intrigue. C'est que Earn a réussi à convaincre sa mère de lui acheter le maillot Fubu qu'il voulait, qui est jaune fluo. Il est hyper fier de le mettre. Il arrive à l'école avec. Et en fait, il y a un deuxième garçon qui arrive avec le même. Sauf que c'est pas exactement le même. Il y a quelques détails qui sont différents. Et donc, tout le monde commence à te demander qui a le faux. Et dans cette espèce de microcosme du collège, qui a le faux, c'est la question la plus importante. Ça peut déterminer ta place dans l'échelle sociale et le fait d'être bullied jusqu'à la fin de l'année ou d'être populaire, quoi. Tout l'épisode, on sent Earn qui est désespéré à l'idée qu'on découvre que son maillot est peut-être le faux. En plus, il se trouve que c'est sûrement le cas. Et en fait, c'est Hal, au final, qui va l'aider et le sauver. Mais la fin est complètement bouleversante et déchirante parce qu'il y a un énorme retournement. Un matin, le proviseur arrive dans la salle de classe et leur dit que leur camarade de classe s'est suicidé, que ses parents étaient en plein divorce, qu'il allait pas très bien. Et donc, on voit Earn qui rentre chez lui, qui est complètement abattu, qui porte une énorme culpabilité en fait sur ses épaules. Et avec Hal, qui l'a aussi aidé. Et donc, on voit un petit peu aussi quelque chose qui a cimenté leur relation et la relation qu'on découvre dans le reste de la série, où en fait, ils sont toujours là l'un pour l'autre, mais ils portent tous les deux ce truc absolument atroce. C'est des jeux d'enfants dans tout ce que ça peut avoir de très banal et en même temps d'extrêmement cruel. Et en plus, l'épisode arrive pile après les mésaventures désastreuses où justement il l'emmène dans le concert raté et tout ça, et où on comprend qu'en fait ils vont arriver à un moment de rupture, c'est-à-dire qu'il lui dit carrément à la fin de l'épisode qu'il veut plus que ce soit son manager ou qu'il en est plus sûr. Et cet épisode arrive juste après où pour nous montrer quand même que le lien est très très fort en fait. Ouais. Parce qu'au début on n'a peut-être pas compris ça quand il vient de le retrouver pour obtenir un job. On se demande un peu parfois si c'est juste un cousin un peu lointain qu'il est allé chercher, et là on comprend quand même que le lien est vraiment là, quoi. Et ce qui est ouf avec le final, c'est que du coup on a cette rupture qui arrive enfin un peu à ébullition entre Hal et Earn, et qu'en même temps on a le pistolet en or de Tchekhov qui a été planté dans le tout premier épisode de la saison, qui a fait sa réapparition de la meilleure manière possible et qui va être un élément déterminant dans l'intrigue pour justement déterminer si oui ou non Earn et Hal vont pouvoir continuer à s'entendre et à travailler ensemble, et qui en plus en révèle beaucoup aussi sur le personnage de l'autre rappeur qui en fait a trahi son manager à la dernière minute et a planté le flingue dans son sac à lui, et qui va aussi déterminer le fait que pour la tournée, parce qu'ils partent en tournée en Europe, que en fait l'autre personnage qui est un peu le rival de Paperboy depuis le début a trahi son manager, il a plus de manager, et donc ça va aussi aider Paperboy à être propulsé encore plus dans la célébrité pour la saison 3. Donc c'est vraiment une masterclass d'écriture, et surtout pour une série aussi épisodique où en fait chaque épisode est vraiment une histoire contenue, de faire un rappel comme ça à ce premier épisode et à ce flingue dont on nous avait plus parlé, et montrer qu'en fait non, il y a un fil thématique très fort pendant toute la saison. Enfin, c'est juste brillantissime. Après la saison 2, il y a eu une attente très très longue de 4 ans. Et donc là, ils ont carrément tourné les 2 prochaines saisons qui donc seront les dernières, la saison 3 et la saison 4. Et ils vont diffuser les 2 au cours de l'année. Et donc, il y avait des attentes énormes après cette réussite de Robin Season, la saison 2. Est-ce que tu penses que la saison 3 a réussi pour l'instant à être à la hauteur des attentes, puisqu'on a vu 4 épisodes au moment où on enregistre? Moi, personnellement, c'est ça que je trouve ouf, c'est que je me disais ça va s'écraser, il va y avoir un backlash parce que tout le monde en attendait trop. Et pour l'instant, je trouve que c'est extrêmement réussi. Je trouve aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'ils font un truc qui est différent, c'est-à-dire que pour la première fois, ils font vraiment des épisodes qui ne sont pas du tout centrés sur les personnages principaux, même pas sur leur vie avant ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que sur les 4 épisodes qu'on a vus, il y en a 2 où les personnages n'apparaissent pas du tout ou apparaissent à la toute fin. Ouvrir après 4 ans d'attente sur un épisode qui nous raconte une histoire qui est totalement déconnectée de l'histoire d'Atlanta et des personnages principaux d'Atlanta, c'est un flex quand même extraordinaire, quoi. Ça fait 4 ans que vous attendez ça et on vous raconte une autre histoire qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, cette histoire, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon noir qui fait le con. Fait le guignol. Ouais, il fait le guignol pendant un cours. Sa mère et son grand-père sont convoqués par le directeur et sa prof, qui lui disent que ça va pas et qu'il a besoin d'aide parce qu'il n'est pas bien développé, enfin, ou qu'il est con, quoi, en gros. Et sa mère réagit en étant un petit peu brutale avec lui, mais de façon pas... C'est très drôle. Enfin, c'est à la fois très malaisant et très drôle parce qu'il était en train de danser en classe quand il faisait le mariole et elle le refait danser, mais de manière hyper sombre. Elle lui dit « Bah vas-y, danse maintenant, danse ». Il a l'air hyper triste pendant qu'il danse. Après ça, le grand-père lui colle 3 claques. C'est le nom de l'épisode, c'est 3 slaps, donc 3 baffes. Et donc, la prof assiste à ça et elle se dit c'est de la maltraitance puisqu'il s'est pris 3 claques. Et c'est vrai que c'est pas très cool et c'est pas très recommandé de gifler ses enfants.
Mais la prof blanche surréagit et voit ça comme quelque chose d'absolument honteux, alors que si c'était une mère blanche ou un père blanc avec son enfant blanc qui lui avait collé 3 baffes, jamais il ne se serait passé ça en fait. Donc, les services sociaux viennent chercher le petit chez lui, sauf que la mère pense que c'est lui qui les a appelés, donc elle lui dit « vas-y, pars si t'as envie de partir ». Elle est très drôle, la mère. Et en fait, là commence une histoire où en fait il se retrouve dans une famille d'accueil où c'est 2 femmes, c'est un couple lesbien. Au début, on se dit juste que c'est des hippies qui veulent bouffer du quinoa, quoi. Enfin, parce que clairement, elles le nourrissent que de trucs plantés dans le jardin et elles sont complètement... C'est horrible, c'est pire, elles le nourrissent de fried chicken et en fait c'est juste du poulet trempé dans de la farine et mis au micro-ondes. C'est horrible et en fait elles ont 4 enfants noirs qui ont été placés chez elles et on comprend de plus en plus qu'en fait elles sont pas juste un peu cookies et un peu malaisantes parce qu'elles sortent des trucs horribles et elles le renomment parce qu'elles trouvent que son nom et son prénom est trop difficile à prononcer ou des choses comme ça. On comprend qu'elles sont psychopathes. I just wanted to see that you were settled in. I made you something special for your first day. This says Larry. Oh, well, I didn't know how to spell Aluqueria, so I figured we'd call you Larry. Larry's a great nickname. Elles sont racistes et elles sont maltraitantes. Voilà. À un moment, il y a une assistante sociale qui arrive chez elle pour faire un contrôle et qui se rend compte que très clairement, ça va pas du tout. Et en fait, elle tue l'assistante sociale, on le comprend, et elle kidnappe les enfants, elle les emmène dans leur camionnette. Et bon, pour la faire courte, elles se jettent, elles font une espèce de mission suicide pour se jeter avec la camionnette et tuer les enfants avec elle. Il se trouve qu'à la fin de l'épisode, on apprend que les enfants n'ont pas été tués, sauf qu'en fait, c'est basé sur un fait divers. Donc ça ne sort pas de nulle part, en fait, cet épisode, sur 2 femmes en Californie qui ont, pour le coup, vraiment tué les enfants qu'elles avaient en garde. Elles avaient adopté 6 enfants noirs. Ouais. Elles les ont tués en se suicidant. Voilà. Donc, cette histoire horrible, c'est de ça dont s'inspire cet épisode. C'est un fait divers qui est d'une horreur sans nom, mais en même temps qui touche à plein d'aspects de la culture américaine, du racisme systémique aux États-Unis et de la façon dont la communauté noire est perçue aux États-Unis. Et c'est ça qui est montré aussi dans l'épisode qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est des espèces de complexe du white savior, c'est-à-dire du sauveur blanc. Ces 2 femmes sont en plein dedans où elles ont l'impression qu'en sauvant des petits enfants noirs, elles s'élèvent alors qu'elles les discriminent à toutes les occasions, quoi, et qu'elles les maltraitent. Et qu'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés. C'est ça. Il y a aussi tout l'aspect du jugement de la société sur l'éducation des enfants noirs par leur famille et par leurs parents, sur le fait qu'ils ne sont pas assez tenus et que c'est à cause des parents, ou sur le fait que l'éducation est parfois trop dure ou des choses comme ça. Il y a tout un jugement sur l'éducation des familles noires qui est omniprésent aux États-Unis, qui est extrêmement chargé de clichés racistes. Et en fait, on le voit vraiment dans cet épisode et on voit toutes les conséquences horribles que ça peut avoir. Et c'est vraiment une claque, cet épisode. C'est traumatisant de voir ça. C'est aussi très très drôle. C'est ça qui est ouf, c'est qu'encore une fois, c'est... Parce que c'est une satire. C'est une satire et donc ces personnages des 2 meufs sont à la fois très drôles et très flippants parce qu'on est un peu comme Teddy Perkins, on est dans un épisode d'horreur. Je pense que c'est un des plus horrifiques d'Atlanta. Et en même temps, oui, il y a un vrai propos derrière et on ressort avec l'impression d'avoir... C'est une œuvre d'art, quoi, à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça opère sur tellement de niveaux différents et ça fait tellement de choses en 20-25 minutes que c'est exceptionnel. Il y a un autre aspect, c'est une critique du féminisme blanc, quoi. Très clairement, de la white féministe qui pense avoir tout compris mieux que tout le monde et qui ne se remet pas du tout en question. Et qui, en plus, quand elle voit un policier, est hyper contente de le voir. Il y a tout un propos là-dessus. C'est encore un exemple de ce que la série peut faire et elle s'aventure vers d'autres horizons parce qu'ils n'ont pas fait ça jusqu'à maintenant. À la fin de l'épisode, on voit Earn qui ouvre les yeux et on a l'impression que c'est un rêve qu'il a eu. Et d'ailleurs, en fait, c'est très bien construit parce que le début de l'épisode s'ouvre aussi sur une espèce de légende urbaine qui, en fait, était un rêve que le petit a eu. Donc, il y a toute une boucle comme ça narrative. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, et c'est hyper riche. Et comme tu le dis, cette ouverture aussi, le cold open, ce qui est incroyable, c'est que ça fait aussi référence à l'histoire afro-américaine puisque c'est 2 mecs qui sont sur une barque et il y en a un qui dit à l'autre que sous l'eau, en fait, dans le lac où ils sont, il y avait une ville
qui était autogérée par un gouvernement noir américain et que la ville a été détruite pour construire un barrage. Et ça aussi, en fait, c'est inspiré de l'histoire afro-américaine, de plein de villes aux États-Unis qui ont été détruites par les Blancs. Et donc, en fait, effectivement, la série, très clairement, a un propos très fort sur la question raciale, mais comme pour l'épisode Ban, ne cherche pas forcément à asséner un message qui soit très... didactique et moralisateur. Exactement. Quoi. Ça donne plein de pistes de réflexion et ça pousse vraiment les spectateurs blancs, puisque nous, on est toutes les deux blanches, dans nos retranchements, parce que ça met face à plein de choses dont nous, on n'a pas fait l'expérience dans notre propre vie. Ça fait énormément réfléchir à plein de thématiques, tout en étant drôle et tout en ne prenant pas non plus les spectateurs blancs par la main, c'est-à-dire que c'est pas fait pour eux non plus, quoi. C'est pas fait pour dire, regardez, on va vous expliquer ce que c'est d'être noir aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Et il y a un autre épisode qui est le dernier en date qu'on a vu, qui parle des réparations, qui est d'ailleurs aussi une thématique qui avait été abordée dans Watchmen. Et donc ça, c'est toute la question de, est-ce qu'il faut donner des réparations financières à tous les Afro-Américains qui descendent d'esclaves, puisqu'il y a encore plein de familles blanches aux États-Unis dont les descendants possédaient des esclaves. Et donc, c'est un débat qui est assez présent aux États-Unis. Et Watchmen avait déjà conçu un peu toute la saison sur le fait que les réparations avaient été passées comme loi aux États-Unis. Et là, c'est un peu pareil. C'est un épisode qui montre ce qui se passerait si on décidait de commencer à attribuer des réparations. Ce qui se passerait dans les pires cauchemars des Blancs américains qui sont contre les réparations. Justement, c'est toute une satire sur un peu le pire cauchemar. Voilà, c'est ça. Puisqu'en gros, c'est le personnage le plus blanc de l'histoire, joué par l'acteur, enfin vraiment qui a trop la tête de l'emploi, quoi, qui s'appelle Marshall Johnson. Et sa vie s'effondre du jour au lendemain parce qu'il y a une femme qui vient devant chez lui et qui lui dit « Tu me dois $3 millions parce que ton arrière-arrière-grand-père possédait mon arrière-arrière-grand-père. » My name is Shaniqua Johnson of the St. Louis Johnsons. Your family owned my great-great-grandmother and father for 12 years. You owe me money. There must be some kind of mistake. Can we just talk about this outside? There ain't been no mistake. Excuse me. Ooh, look Excuse me. Who is it, Dad? Now we got one, ma'am. 2, 3 bedrooms. Look at this bathroom. They got Ma'am, that good could you please stuff get in out here. of my house? Excuse me. Oh, you know what? You owe me about $3 million. Ma'am, hey, stop it! Get out of my house! This is my house, and I'm live streaming the entire thing. I want what's owed to me, Marshall. Le pauvre Marshall, il a rien demandé à personne. Il menait sa petite vie normale et puis tout d'un coup, effectivement, il doit des réparations à cette femme. Et donc c'est vrai que c'est cauchemardesque, mais en même temps, c'est très drôle. Oui. Et en même temps, ça pousse une vraie réflexion sur le sujet parce que oui, le pauvre, mais en même temps, à la fin, il y a un personnage qui ensuite se suicide, mais qui lui dit, bah ouais, mais en même temps, eux non plus, ils avaient rien demandé. Quand ils sont devenus esclaves, en fait, leur vie s'est effondrée du jour au lendemain. Ils avaient rien demandé et ça les a pourris sur des générations et des générations. Et toi, bah, ta vie va être pourrie aussi, la vie de ta fille va être pourrie parce que tu n'auras pas assez d'argent pour l'envoyer à l'école, etc. Bah, en même temps, ouais, mais peut-être qu'il était temps d'inverser les choses. Et donc, ça pose une vraie réflexion, un vrai débat qui est présent aux États-Unis, mais de manière extrêmement drôle, extrêmement flippante, percutante. Enfin, c'est vraiment tout ce que Atlanta sait faire de mieux, quoi. Et encore une fois, avec des personnages qu'on n'a jamais vus dans la série, qu'on ne reverra plus jamais après. Donc, voilà, juste d'une ambition, je pense, qui est inégalée dans la télévision, à part par une petite série qui s'appelle Twin Peaks The Return, dont on va parler très bientôt dans Ami. Mais à part ça, voilà, clairement, je pense qu'aucune série n'est allée aussi loin qu'Atlanta à ce niveau-là. Ouais, clairement. C'est une série qui sort pas de nulle part et qui est dans la lignée très claire de Twin Peaks, mais aussi de Louis pour le côté dramédie, très autorisante, très personnelle. Et Get Out, on sent énormément l'influence de Get Out dans la série, mais c'est une série qui est déjà culte alors qu'elle est en cours de diffusion et qui a influencé beaucoup d'autres séries. Légion, qui est sortie juste après la saison 1 et d'ailleurs dont certains épisodes sont réalisés par Hiro Murai, qui est un des réalisateurs d'Atlanta, pour moi est très réminiscente de ce qu'on trouve dans Atlanta. Et récemment, il y en a une qui est sortie qui s'appelle Reservation Dogs, qui est disponible en France sur Disney+. Et qui a des petites touches atlantesques par-ci par-là. Il n'y a qu'une saison pour l'instant et je l'ai un peu survendu à un ami en lui disant tu vas voir, c'est comme Atlanta. Et après il a été un peu déçu, donc je veux pas non plus trop vous la survendre. Ça parle là pour le coup d'un groupe d'ados sur une réserve amérindienne aux États-Unis. Et il y a beaucoup de touches surréalistes et on sent que ça peut vraiment partir dans des directions qu'on n'avait pas suspectées à la base. Un mec donc, sur un cheval à un moment. Voilà, c'est ça. Il y a des esprits, il y a des personnages qui sortent un peu de nulle part, il y a beaucoup de personnages secondaires excentriques et il y a toute une mythologie. Et c'est ça qui est fou avec Atlanta, c'est que c'est une série qui a développé sa propre mythologie avec Alligator Man, avec Teddy Perkins. Enfin, c'est des personnages comme ça un peu mythiques que tout le monde connaît aujourd'hui. Et c'est un univers ultra spécifique, mais dans lequel tout le monde peut trouver son compte.
C'est qui ton personnage secondaire préféré? Tu viens de le mentionner, c'est Alligator Man. C'est l'oncle de Earn qui possède un alligator et qui est absolument incroyable. Et c'est à lui qu'appartient aussi le flingue en or. Et vraiment, lui, toutes ces scènes sont assez réjouissantes. The bitch is about nothing, cause I ain't do nothing. And if they keep on trying to act like they're gonna come in here and get me, then I'll let that alligator loose and see what they do about that. You don't have an alligator. Yes, he do. He do got alligator. That's the alligator man. I'm sure it ain't lying to you. I'm the alligator man, okay? So now, just leave me alone. Won't be no gator, all right? We'll shoot your goddamn alligator. Well, do it. I wanna see it. Do it. I don't know what you trying to pull. All I know is I ain't gotta do shit, cause I ain't done shit. Toi, c'est qui? Moi, c'est un mec qu'on voit à 2 reprises dans la saison 1, qui apparaît d'abord dans un bus que Earn prend et qui commence à se faire une tartine de Nutella dans le bus, et qui est en costard, et qui délivre un peu des sortes de phrases de sagesse philosophique à Earn. Et après, on le retrouve dans l'épisode Ban, où il est dans une des pubs. Enfin, c'est un personnage. Donc voilà, pour moi, c'est le mec du Nutella. Je l'adore. Mais j'aime aussi beaucoup le coiffeur. Et j'aime aussi beaucoup Tracy, le coloc qui squatte chez eux et qui est absolument insupportable, mais qui est très très drôle. Aussi, il faut dire, Van est vraiment géniale. Elle est jouée par Zazie Beetz. On n'a vraiment pas parlé d'elle. Donc, qui est la plus ou moins meuf de Earn, mais pas vraiment. Enfin, c'est la mère de sa fille en tout cas, qui est vraiment géniale aussi. Et il y a plusieurs épisodes centrés autour d'elle qui fonctionnent très très bien, dont un autour de Drake, qui est vraiment génial. Est-ce que tu as une citation préférée? Il y a un moment, Darius qui dit I would say nice to meet you, but I don't believe in time as a concept, so I'll just say we always met. Je vous dirais enchanté de faire votre rencontre, mais je ne crois pas dans le temps comme concept. Donc, je vais juste dire qu'on s'est toujours connus. C'est du grand Darius, je dirais. Je le connais depuis 3 jours, mais j'ai déjà l'impression. Et puis, l'autre truc que j'adore aussi, c'est quand il parle de Florida Man. Aux États-Unis, il y a un truc, c'est l'homme de Floride. Mais en fait, c'est parce que toutes les unes des journaux, c'est très connu en Floride, il se passe toujours des trucs complètement dingues. C'est-à-dire qu'un mec va se faire bouffer par un alligator, un autre va découper en morceaux quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment juste le pays des dingueries. C'est le Nord. Ouais, mais vraiment. Le Nord chez nous. C'est le Nord, mais sous acide, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Le Nord avec des alligators. Voilà, exactement. Mais du coup, c'est devenu une blague, en fait, même sur BuzzFeed, on faisait des posts là-dessus. Il y a plein d'articles avec marqué Florida man kills 3 people, a Florida man, blablabla. Donc, un homme de Floride a fait ça, et c'est toujours des trucs de faits divers horribles. Et en fait, la blague de Darius, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Florida Man. Que c'est un seul homme, en fait. Que c'est un seul homme qui fait tous ces trucs. Et du coup, à un moment, je crois que c'est Earn qui va en Floride. Il lui dit, mais fais attention, fais gaffe. Non, c'est les parents de Earn qui sont en Floride. Et il dit à Earn qu'il fasse attention à Florida Man. Parce que ça, c'est vraiment très, très bon, quoi. Et toi, t'as une citation Il y en a une qui m'a marquée parce que c'est une référence à BoJack Horseman, qui est aussi une comédie qui a un peu un ton parfois similaire. Et c'est quelqu'un qui dit à Earn, qui lui parle de BoJack Horseman et qui dit Can I even feel bad for this horse anymore? Est-ce que je peux vraiment toujours me sentir mal pour ce cheval parce qu'il est en train de raconter tous les trucs horribles que BoJack Horseman a fait parce que c'est un grand anti-héros. Et ça m'a beaucoup fait rire. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Pikies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préférée. Et on a parlé cette semaine d'une série qui ressemble beaucoup à Twin Peaks The Return. Ça tombe bien puisque dans 2 semaines, Ami, notre autre podcast, revient pour parler de la saison 3 de Twin Peaks The Return. Marie va découvrir ça en direct live et ça va être génial. Mais c'est bien parce que je pense que Atlanta a été un super entraînement pour toi. Je pense que c'est très bien que tu l'aies vu avant. Et avant ça, on vous a préparé un petit épisode bonus d'Amis dans lequel vous pourrez entendre tous les meilleurs moments de la saison qu'on a faite pour l'instant sur Twin Peaks et vous aurez aussi droit à quelques petits témoignages que vous nous avez envoyés qui nous racontent un petit peu ce que vous pensez de Twin Peaks et ce que la série signifie pour vous. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un épisode bonus et en attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. On adore toujours vous lire. Et on voulait particulièrement vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter et ça nous fait très très plaisir et merci beaucoup de votre fidélité et de votre écoute. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.